All rise, veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Juge président, bon après-midi. Maître Suzuki, j'ai l'impression que vous voulez la parole. Vous l'avez donc. Maître Suzuki, merci beaucoup. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Je me propose cet après-midi de reprendre là où ma collègue s'est arrêtée. Les déficiences dans le mémoire du bureau du procureur. Je vais me concentrer d'abord sur l'axe PK9 Mbaiki. Je vais le faire en développant un sujet particulier que vous connaîtrez, Madame, Messieurs de la Chambre, et c'est le caractère nébuleux du terme anti-Balaka et l'impact que cela peut avoir sur le dossier de l'accusation. Et je commencerai par deux exemples qui illustrent ceci. D'abord, une toute petite séquence d'un documentaire filmé en République centrafricaine pendant les événements, CAROTP 2019 1359 à la page 1336, ligne 87 à 89, que ma collègue va diffuser à présent. Bienvenue chez nous en République centrafricaine, dont les Balaka, ce sont les fils du pays. Tu ne peux pas les connaître. Je peux être un Balaka, lui il peut être un Balaka, la femme peut être un Balaka, mais on ne peut pas les connaître. Maître Suzuki. Et puis, deuxièmement, des preuves testimoniales du témoin de l'accusation Hassan Issa, P1676, un civil musulman, imam adjoint de la mosquée Ali Babolo de Bangui. Monsieur Issa a raconté un incident où un groupe de musulmans et de la Croix-Rouge, des personnels de la Croix-Rouge, se promenaient dans Bangui en décembre. Et il a décrit des jeunes chrétiens surexcités, certains avec des machettes et d'autres avec des armes, qui insultaient les musulmans. Et dans son entretien, il a déclaré, et je le cite parce que c'est à l'écran, je ne sais pas si c'était des anti-Balaka, parce que je n'arrivais pas à les distinguer. Et il a raconté un autre incident où il se trouvait dans un convoi qui était pratiquement attaqué par ce qu'il a décrit comme un groupe anti-Balaka, à combattants, qui portaient des machettes et des bâtons. Et comme vous le voyez à l'écran, dans sa déclaration, il écrit « Pour moi, à partir du moment où ces jeunes gens excités possédaient des machettes et des bâtons, c'était des anti-Balaka. » Et ces extraits reflètent un thème qui est proche également, d'après moi, Monsieur le Président, c'est le rôle de la violence de masse dans la crise centrafricaine. Le fait que dans cette période, des gens se soulevaient, des individus ou des groupes structurés, formellement ou pas, ils étaient en colère, hostiles, et commettaient des violences contre les populations musulmanes de RCA. Et la déposition de M. Issa montre clairement comment ces deux éléments interagissent, parce que ça illustre la manière dont on peut utiliser le terme anti-Balaka, et de fait, c'est démontré, c'était utilisé pour qualifier quiconque prenait une machette dans la vague de violence populaire qui a submergé la RCA entre 2012 et 2014. Et le procureur, dans son introduction, a défini les anti-Balaka comme n'importe quel sous-groupe ou ensemble de membres ou d'éléments, pour le coup, organisés et constitués formellement ou pas. Et cette définition, a priori, eh bien, reprend le caractère nébuleux du terme. Donc on peut penser que c'est ce que reconnaît la réalité que reconnaît le bureau du procureur sur le terme et sur le rôle de la violence de masse pendant les violences, mais je pense maintenant qu'il est clair que cette reconnaissance est purement superficielle. Et
le dossier du procureur, eh bien, ignore cette réalité et en trouve un sens qui l'arrange, ou de fait exploite les témoignages et les utilise, cette nébulosité, à son avantage. Je vais le démontrer à travers quelques exemples aujourd'hui. Après cette introduction, de fait, je vais faire 2 points très brefs sur les charges à Catin. D'abord, à l'inverse de ce que disait le procureur cette semaine, ce n'est pas la déposition de 1528 qu'il ait entendu le son de quelqu'un ou le bruit de quelqu'un qui était battu à mort. Et nous renvoyons la Chambre à la transcription des éléments de ce qu'il a vraiment entendu précisément. Et nous vous renvoyons à nos thèses dans notre mémoire sur le sujet. Deuxièmement, encore une fois, sur la tuerie supposée de Catin, le bureau du procureur s'est basé sur une interview menée par la commission d'enquête des Nations Unies avec un individu anonyme à propos de la tuerie ou l'assassinat, je le cite, de son fils de 22 ans, un civil musulman, par des anti-balaka à Catin au cours de l'attaque du 5 décembre. Et c'est au paragraphe 567 et 569 du mémoire d'accusation. Donc, déjà dire au départ que c'est une mauvaise représentation de ce qui a été dit, parce que la personne ne dit pas que la personne a été tuée pendant l'attaque du 5 décembre. Et mesdames et messieurs les juges, vous avez sous les yeux le document sur lequel s'appuie l'accusation, qui est à la gauche, et à droite, on a aussi une interview de la commission d'enquête des Nations Unies également, qui a été, le document de droite, proposé directement par le bureau de procureur, mais rejeté par la Chambre en disant que c'était des preuves testimoniales, écriture 2182. Et puis vous voyez à gauche, encore une fois sur lequel s'appuie l'accusation, c'est une copie verbatim du document à droite. Et dans l'écriture 1947, le procureur avait argumenté précédemment que le document à gauche n'était pas une preuve testimoniale. Donc imaginez notre surprise, mesdames et messieurs de la Chambre, de voir comment le procureur a recalibré ce document et l'intégré dans son mémoire final. Ce document reprend un témoignage crédible, désormais. C'est le paragraphe 569. Eh bien, nous pensons que ce document ne peut être cru du tout. Et nous renvoyons la Chambre à nos écritures, paragraphe 59 du mémoire de la défense 1978. De l'écriture de la défense 1978. Bien, je vais à présent revenir sur les accusations de l'accusation sur l'axe PK9 Mbaiki, encore une fois en me concentrant sur ces 2 éléments qui constituent mon intervention aujourd'hui. Et je vais démontrer comment l'accusation a ignoré, ou a exploité activement plutôt, ces 2 facteurs, en essayant d'attribuer à M. Yekatom et à RFACPP des actes, des incidents de personnes qui rentrent dans le terme anti-Balaka, même si ils n'ont pas de lien ni avec lui, ni avec le RFA-CPP. Alors d'abord, l'allégation du bureau du procureur, paragraphe 107 de son mémoire, 706 de son mémoire, débattu hier par le procureur. Et il s'agit des éléments armés du groupe de M. Yekatom qui régulaient les mouvements, qui ciblaient les musulmans lors de barrages routiers et empêchaient leur circulation. Et donc, pour défendre cette thèse, le bureau du procureur cite D295015 qui a déclaré à propos de ses efforts pour évacuer un homme musulman et le transporter à Mbaiki en véhicule. Et sur le besoin de prendre des précautions du fait du risque d'être arrêté et fouillé au barrage. Mais comme vous le voyez, Madame, Messieurs de la Chambre, de ce que vous avez sous les yeux, D295015 ne faisait pas référence à des checkpoints, à des barrages RFA-CPP. Il était inquiet de barrages improvisés et spontanés dont il a parlé pendant sa déclaration. C'est à droite de votre écran. Il a dit un village qui n'avait jamais eu de barrière. On y arrivait, et puis d'un coup, on en trouvait une. C'était comme ça que ça se passait, et c'était fait à l'initiative des villageois. Et nous renvoyons également la Chambre aux témoins de l'accusation
membres RFA-CPP, P1647 qui a déclaré sur ces barrages également, sur le même axe, Mbaïki-Boda, qui était mené par des personnes qui ne faisaient pas partie du RFA-CPP. Et c'est à la transcription 196. Plus généralement, nous vous renvoyons, Madame, Monsieur la Chambre, au paragraphe 486 du mémoire de la Défense et en particulier la déposition de D2953 sur la question des barrages le long de cet axe. Et nous pensons qu'il faut garder en tête ces déclarations lorsque la Chambre va se pencher sur ces allégations. Par exemple, lorsqu'il est dit que RFA-CPP contrôlait l'accès ou ils étaient dans leur zone de contrôle. Parce que malgré ces affirmations, ce que n'a pas expliqué le procureur, c'est ce que veut dire contrôle, concrètement, en particulier dans ce soulèvement populaire massif et l'apparition de groupes d'autodéfense indépendants, locaux, le long de cet axe. L'accusation s'appuie sur un autre document pour étayer ces allégations reçues des autorités françaises en 2018. Il intègre des rapports Sangaris dans plusieurs localités, parmi lesquelles Mbaïki. On voit à la page 376 sur l'écran. Et on voit que ça fait référence à des rassemblements assez larges d'anti-Balaka, observés gérant des barrières aux entrées et sorties d'Mbaïki pour empêcher tout mouvement de musulmans le 29 janvier 2014. C'est-à-dire le jour du retrait des Séléka. Mais j'aimerais également attirer l'attention de la Chambre sur l'entrée au 1er février 2014, à droite, au milieu de votre écran. Il est dit en français. La journée a été marquée par l'arrivée d'éléments du caporal-chef Rambo dans Mbaïki. Et là, il est dit que les éléments se sont établis dans le bâtiment Socatel. En d'autres termes, dans le rapport Sangaris, on fait la distinction entre d'un côté les anti-Balaka observés à l'entrée et sortie d'Mbaïki le 29 janvier, et d'un autre côté l'arrivée d'éléments associés expressément à M. Yekatom ou au RCCPP qui se basaient à Socatel, qui sont installés à Socatel le 1er février. Et la Chambre se souviendra de la déposition de P1839 qui a déclaré que le 30 janvier 2014, la réunion de l'Église, c'était la première fois que le groupe arrivait à Mbaïki, et c'est la transcription 174. Il y a également la déposition de P1786 et celle de 1647 qui ont tous deux confirmé que RFA-CPP avait des éléments et ces éléments sont arrivés à Mbaïki après le départ de la Séléka et se sont installés à Socatel. J'aimerais également attirer votre attention, Madame, Messieurs les juges, sur l'entrée pour le 31 janvier, qu'on voit aussi à droite, mais en haut, cette fois-ci. Et là, au 31 janvier, il est fait état que ce jour-là, quelques 50 anciens FACA équipés d'AK-47 et PKM sont arrivés à Mbaïki à bord de 3 pick-up. Alors, vous avez entendu des éléments selon lesquels un lieutenant des FACA, Julius Guga Mbi, était le com-zone de la base anti-Balaka de Damala au nord de Bangui. Et dans les preuves, on a que sous ses capacités, enfin, qu'il commandait, pardon, plusieurs centaines de civils et d'anciens FACA. Et le Comzone Guga a voyagé à Mbaïki pendant cette période avec les anti-Balaka dans 3 pick-up. Et c'est le paragraphe 87 de sa déclaration de témoin. Comme vous le savez, Madame, Messieurs la Chambre, la thèse du procureur sur les chefs 24-25 se base grandement sur l'idée que tous les éléments de preuve anti-Balaka sur Mbaïki doivent automatiquement être attribués à M. Yekatom et à RFA-CPP, et donc sa responsabilité est engagée pour la conduite des anti-Balaka
à Mbaïki. Donc nous défendons que l'arrivée de 3 pick-up pleins d'anti-balaka avec le comme zone anti-balaka de Damala à Mbaïki est quelque chose qui impacte la thèse de l'accusation. Et tout simplement parce que l'accusation n'a pas pu établir de lien entre ces anti-balaka et M. Yekatom ou le RFA-CPP. Et en particulier, étant donné que les Sangaris, dans leur rapport, font un distinguo entre, encore une fois, l'arrivée des 3 pick-up d'anciens FACA à Mbaïki le 31 janvier et l'arrivée des éléments de M. Yekatom le 1er février. L'accusation a juste choisi d'ignorer ces événements, non seulement dans leur mémoire, mais également au cours du procès, parce que vous le savez, qu'il y avait un témoin de l'accusation qui était bien placé, très bien placé, pour dissiper toute ambiguïté sur cette question de l'arrivée dans la province des 3 pick-up remplis d'anti-balaka. Et pourtant, à aucun moment, le procureur n'a cherché à préciser cette question lorsque ce témoin est apparu, a comparu et a témoigné, malgré le fait qu'il s'agisse d'un témoin de l'accusation. Et malgré le fait que cette question découle entièrement des éléments à disposition du procureur. Or, le traitement de l'accusation de cette question m'amène à évoquer un autre sujet. C'est un incident sur lequel s'est appuyé le mémoire de l'accusation et qui a été également soulevé ici hier. Vous aurez entendu tout à l'heure Maître Guissé faire référence au principe de Celebici en ce qui concerne la mise à l'épreuve d'éléments de preuve. Eh bien, j'aimerais examiner l'incident en ayant en tête ce principe. Les éléments à propos de cet incident indiquent que des éléments RCPP se trouvaient dans un pick-up et que de l'arrière de ce pick-up, un élément RFA-CPP a fait un geste vers un groupe de musulmans qui était au bord de la route et a formulé une remarque menaçante à une personne ou à des gens de ce groupe. Et M. Yekatom aurait été assis sur le siège passager avant de ce pick-up et d'après ces éléments, d'après cette déposition, il n'a pas réagi au geste et à la remarque de ces éléments. Et j'aimerais me concentrer sur la manière dont le bureau du procureur a traité cet incident. Parce que vous avez entendu Maître Dimitri parler tout à l'heure de la tendance du procureur à opérer dans des zones grises. Et sa tendance à éviter des éléments qui viendraient à l'inverse, à l'encontre de sa thèse. Ou de préciser sa valeur probante, et donc n'a pas aidé la Chambre à établir la vérité. Ce faisant. Eh bien, premièrement, le fait que l'élément en question était assis immédiatement derrière M. Yekatom, alors déjà, ça a une incidence sur la capacité de M. Yekatom à voir le geste, déjà, premièrement. Et ensuite, à propos de la remarque qui aurait été faite, pour moi, on ne peut nier qu'une remarque faite par quelqu'un à l'arrière d'un pick-up en marche ne serait pas forcément audible ou compréhensible pour quelqu'un qui serait assis à l'avant de ce même pick-up. Il y a un grand nombre de facteurs qui iraient dans ce sens. Et étant donné l'importance qu'octroie l'accusation à cet incident, argumentant que l'incident montrait que M. Yekatom ne se souciait pas des menaces que pouvaient prononcer ces éléments aux musulmans et qu'il ne recherchait pas de paix ou de réconciliation, eh bien, nous défendons le procureur aurait dû creuser les informations de précision pour savoir si effectivement M. Yekatom aurait pu entendre ou voir l'élément qui a fait ce geste. Et avoir des informations s'il avait vu ou entendu ce que l'élément aurait dit. À
quel volume était faite cette remarque? D'abord, que faisait à ce moment-là M. Yekatom? Que se passait-il dans la voiture à ce moment-là? Et puis, qu'est-ce qui se passait à l'extérieur du pick-up? Parce que vous aurez vu des éléments sur la façon dont les habitants d'Mbaïki célébraient l'arrivée des gens du RFA-CCPP à Mbaïki en entourant leur véhicule, en chantant, en dansant, en criant. Et en fait, la Chambre a même des éléments vidéo de ce genre de célébration de l'arrivée des RFA-CPP à Pisa en particulier. Il s'agit de la transcription 174, pages 31 à 62 et 62. Et pourtant, le bureau du procureur n'a recherché à aucun moment ces informations de précision pour ces témoins. Et eh bien, nous pensons que le procureur a évité ces questions et a évité de préciser et de dissiper ses doutes et ses ambiguïtés, justement parce que le procureur avait peur que les réponses n'aillent pas dans leur sens. Parce qu'à cet égard, nous avons, ou plutôt la Chambre, a des éléments à disposition sur la façon dont M. Yekatom a entendu effectivement, lorsqu'il a entendu des éléments RFA-CPP insulter les musulmans. Les éléments de l'accusation indiquent que lorsque les convois musulmans passaient par PK9 en allant vers Bangui, d'après les témoins, les musulmans dans le convoi et les éléments RFA-CPP commençaient à échanger des menaces, ou plutôt des insultes. Et là, M. Yekatom a dit aux éléments: nous ne devons pas les insulter. Ou plutôt, il ne faut pas qu'on les insulte. C'est la transcription 171. Je passe à présent à l'accusation, à l'affirmation de l'accusation selon laquelle les éléments de M. Yekatom menaçaient les musulmans à Mbaïki, dont nous avons également parlé hier. Le procureur a cité la déposition de 2353 à propos des menaces faites aux musulmans à Mbaïki, et le procureur a insisté particulièrement sur cette déposition, ce témoin-là. Ils disent dans leur mémoire que les éléments qui menaçaient étaient des éléments de Rambo. Fin de citation. Ce qu'omet le procureur de ce verbatim, c'est la phrase suivante qui dit, et je le cite encore, « Je le sais parce que Rambo a déclaré à l'Église qu'il était à la tête des anti-Balaka. » C'est le paragraphe 53 de cette déclaration. Bien comme vous le savez, P2353 n'était pas à la réunion de l'Église, et la Chambre a reçu les éléments selon lesquels M. Yekatom ne s'est pas présenté comme un anti-Balaka, mais plutôt comme un FACA. Mais ce que j'aimerais voir à présent, avec plus d'attention, c'est comment cet extrait démontre que l'affirmation de P2353, attribuant la source de ces menaces à, je cite, aux éléments de Rambo, est en fait le produit d'un raisonnement conclusif incertain. Parce que même si M. Yekatom avait dit qu'il était en charge des anti-Balaka, il ne suit pas les anti-Balaka que P2353... Ça ne signifie pas que les anti-Balaka que P2353 a vu menacer les musulmans sont des éléments RFA-CPP. Et plus généralement, nous observons cette tendance parmi les témoins de l'accusation à faire des affirmations qui sont, et c'est démontrable, le produit de ce raisonnement de conclusion incertain. Et là, le raisonnement de P2353 prend encore plus de signification ici, parce que 2353, de fait, a déclaré spécifiquement que l'harcèlement des musulmans à Mbaïki par les anti-Balaka durait depuis bien avant l'assassinat de l'imam de Bagandou. Et en fait, il déclare que ce meurtre n'a fait qu'accroître sa peur. C'est la transcription 161. Et d'après les éléments de preuve, cet assassinat ou ce meurtre de l'imam de Bagandou a eu lieu le 25 janvier 2014 et le RFA-CPP n'avait même pas atteint Mbaïki à ce moment-là. En fait, il n'est même pas à Pissa à ce moment-là. Et donc, sa déposition
doit être comprise comme quelque chose qui attribue rétroactivement les anti-Balaka, qui relie les anti-Balaka à M. Yekatom, menaçant maintenant. Et donc, la déposition de 2353 selon laquelle les anti-Balaka harcelaient les musulmans à Mbaki avant l'arrivée de RFA-CPP ne peut juste pas être ignorée. Et de fait, comme nous le disons dans notre thèse, c'est parce que le risque réel de violence intercommunautaire perçu sur le terrain par les autorités locales d'Mbaïki, les autorités religieuses Mbaïki et le personnel humanitaire d'Mbaïki que cela est apparu. Et il y a une raison pour laquelle on a demandé à M. Yekatom de se rendre à Mbaïki au début. Et c'est 516-520. Et en particulier, les événements, les notes de celui qui était à l'époque préfet de l'Obaï, P1813, qui a déclaré à l'époque de la réunion à Pisa, avec M. Yekatom, il cite « Les anti-Balaka devenaient de plus en plus nombreux à cause des personnes qui s'étaient improvisées anti-Balaka. » Et c'est la transcription 182. Et comme vous le savez, Madame, Messieurs de la Chambre, la réunion de Pisa a eu lieu quelques jours avant la réunion de l'église d'Mbaïki. Et elle a eu lieu alors que les Séléka étaient encore présents à Mbaïki. Et nous nous renvoyons également de déposition de D59. De D1595, pardon. Nous connaissons sa définition des anti-Balaka, qui correspond à celle de l'imam adjoint de la mosquée d'Ali Babolo. Et je cite, « D'après moi, les anti-Balaka sont les personnes armées. » Fin de citation. Et on renvoie également à P1666, qui parlait des anti-Balaka qui menaient leurs machettes et qui traversaient Mbaïki en menaçant les musulmans. Et il a déclaré précisément que la réunion à l'église de Mbaïki a eu lieu après l'arrivée de ces anti-Balaka. Et c'est la transcription 230. P1666, c'est un autre témoin auquel le procureur a fait référence hier et dont les allégations de menaces anti-Balaka font l'objet de toute l'attention du procureur contre M. Yekatom. P1666 a déclaré que les musulmans avaient peur des anti-Balaka qui étaient arrivés et qui pourraient les agresser à n'importe quel moment. Ils n'avaient pas peur des populations locales. Eh bien, nous soutenons que le fait que le procureur s'appuie sur ses preuves contre M. Yekatom est déplacé pour deux raisons. D'abord, et je viens d'en parler, il fait référence à des anti-Balaka qui portaient des machettes à Mbaïki avant la réunion de l'église. Et il a dit également en découdre avec les musulmans. And secondly, Your Honor, deuxièmement, vous vous rappellerez son témoignage du fait que pendant cette réunion, une foule immense et hostile s'était rassemblée à l'extérieur de l'église et menaçait verbalement les musulmans à l'intérieur. Et P1666 a dit non, le moment est venu. Il faut commencer à attaquer les leaders musulmans ici. And as you can see, comme vous le voyez dans la diapo qui s'affiche devant vous. Le même témoin a également fait mention que des chrétiens des quartiers environnants étaient présents dans la foule. Et la référence de P1666 au fait que les anti-Balaka qui étaient venus pouvaient les attaquer à tout moment pouvait être interprété de manière erronée.
Je vais passer à mon dernier sujet sur l'axe PK9 Mbaïki. That's paragraph 718 and 719. And I propose to address them each in turn. First of all, Your Honor, the prosecution attempts to dismiss Le procureur essaye d'atténuer le rôle des civils parce qu'il disait que plusieurs d'entre eux étaient intégrés dans le groupe de Yekatom à son arrivée et qu'ils en faisaient partie. Contrairement, et il cite une fois de plus le P1666 à qui il a demandé combien d'Antibalaka étaient présents. Il a répondu environ 1000, citant les jeunes de la localité qui avaient rejoint les rangs. Dans ce témoignage, il y a une inadéquation avec la thèse du procureur. Vous avez reçu des preuves d'un témoin interne, P1647, le comzone adjoint de Mbaïki, qui a dit qu'il y avait environ 30 à 90 éléments sous leur commandement à Mbaïki. Vous rappelez également que le conseil de l'accusation, parlant de son insider, a dit qu'il y en avait d'autres qui étaient là, les autres qui savaient ce que les anti-Balaka ont fait. Et le témoignage du 1647 nous force à convenir avec lui de cela. Et lorsque la question a été posée à Abbott Antares, D295012, si à un moment il y avait plus de 100 RF à CPP à Mbaïki, il a dit nous nous référons également au témoignage du préfet de la Lobaye, je cite: les quelques rares anti-Balaka qui étaient proches de l'accusé ici étaient dans la ville. Mais beaucoup de jeunes étaient intéressés à la chose, c'était improvisé anti-Balaka. And lastly, on this point, I'd like to address... Enfin, sur ce point, je voudrais revenir à la question de la foule qui était rassemblée à l'extérieur de l'église. Vous avez devant vous une photo de ce moment, de cette foule. Je voudrais rappeler le témoignage de D295013 qui a expliqué ce que M. Yekatom avait dit à cette foule de jeunes agités et hostiles qui s'étaient rassemblés à l'extérieur de l'église pour attendre le feu vert de M. Yekatom pour être violent envers les musulmans de Mbaïki. Il a dit, je cite, « Vous êtes trop jeune. Votre place n'est pas ici. Votre place est soit au champ pour aider vos parents à travailler la terre, soit à l'école. Mais avec moi, c'est un travail de professionnel. Ce n'est pas votre place. » And that's transcript 285. Oh, ça c'est le transcript 285. Le procureur représente les faits à Mbaïki d'une manière contraire à la réalité à ce moment-là. Et le témoignage de D295013 est également pertinent sur le deuxième argument du procureur, l'arrivée de M. Yekatom et des RFACPP qui ont créé un environnement qui a facilité et encouragé le ciblage de la population musulmane. Plusieurs témoins ont parlé de cette foule hostile qui était devant l'église et plus tard à l'arrêt de bus à Mbaïki. Les témoignages disent que M. Yekatom a averti les civils qui étaient mal intentionnés, leur rappelant que les RFA-CPP n'étaient pas à Mbaïki pour faire du mal aux musulmans. Je vous rappelle encore le témoignage du témoin 1666 devant vous à l'écran. Un représentant des musulmans, de la communauté musulmane à Mbaïki qui dit en français: « n'avait pas tenu ce propos, certainement ça allait dégénérer en un conflit difficile. » And we submit, Your Honor, that the prosecution argument
Nous soumettons, monsieur, que l'argument du procureur selon lequel l'arrivée de monsieur Yekatom aurait facilité et encouragé le ciblage des musulmans par des civils chrétiens n'est pas correct du fait que monsieur Yekatom a fait cet avertissement public aux populations de Mbaïki. Et à ce sens, on se demande pourquoi le procureur aura choisi d'éviter ces discours en particulier comme s'ils n'avaient jamais existé. Et les témoignages des musulmans en Mbaïki, qui étaient également des témoins du procureur, et le fait que M. Yekatom et M. Freddy Wanjo ont donné leur contact aux musulmans en Mbaïki, leur demandant instamment de les appeler si jamais les musulmans étaient harcelés ou menacés. Ou encore les témoignages de plusieurs témoins de l'accusation et de la défense, des autorités locales, des musulmans, des chrétiens, des autorités religieuses, des responsables de la communauté musulmane, du personnel humanitaire, qui ont témoigné de l'impact positif que M. Yekatom a eu par sa présence en Mbaïki pour la paix, pour la sécurité et que nous détaillons dans notre mémoire. Personne n'avait élu M. Yekatom, mais ils avaient demandé à M. Yekatom. Ces autorités, ce personnel humanitaire a demandé à M. Yekatom de venir à la réunion à l'église pour s'adresser à la population dans l'espoir d'apaiser les tensions communautaires. Ils lui ont demandé de rester en Mbaïki pour aider à s'assurer que les musulmans qui étaient rassemblés en Mbaïki, dont le départ avait déjà été décidé, ne seraient pas victimes de violences intercommunautaires comme cela était le cas dans le reste du pays. Et M. Yekatom s'est obligé. Tous ces témoins, des témoins de la défense, les témoins de l'accusation, tous ces témoins étaient prêts, mesdames et messieurs de la Cour, à venir et à accorder à M. Yekatom le crédit là où il lui était dû. Rien de plus, rien de moins. Et le fait que le procureur n'ait pas été capable de reconnaître ces témoignages, plus encore l'intégrer dans son scénario, est une révélation de la fragilité de son affaire au sujet de M. Yekatom. Mais pour conclure, je dirais simplement, nous demandons avec respect que lorsque vous, la Chambre, analyserez les preuves devant vous et que vous lirez des termes comme anti-Balaka ou anti-Balaka de M. Yekatom, anti-Balaka de M. Freddy Wanjo, vous vous rappeliez la nébulosité de ce terme, anti-Balaka, et le rôle des civils pendant la crise en République centrafricaine. Gardez-le à l'esprit et analysez attentivement la base de ces déclarations et il serait également possible de réévaluer la thèse du procureur sur les chefs 24 et 25 et que c'est le procureur qui cherche à attribuer la responsabilité de ces actes à tout le monde et à n'importe qui aurait pu être anti-Balaka, RFA-CPP ou M. Yekatom. C'est ici que je clôt mon propos et je passe la parole à ma collègue. Merci, le Président. Merci, M. Suzuki.
Good afternoon, Your Honours. Bon après-midi, Madame et Messieurs de la Cour. Je traiterai de la responsabilité pénale individuelle de M. Yekatom. Mon collègue a également parlé de la qualification légale, mais ayant entendu les soumissions du procureur lundi et mardi et leur thèse, notre analyse de la qualification juridique ne changera pas. Je vous inviterai à vous référer à nos soumissions générales. Ce que je ferai plutôt aujourd'hui, cet après-midi, c'est de me focaliser sur 3 thèmes généraux qui ont été sur lesquels l'accent a été mis dans la thèse du procureur par les preuves et les implications de ces preuves au regard de ce que le procureur vous demande de faire. Donc, pour vous remettre dans le contexte, il y a 3 thèmes généraux qui ont été accentués. L'animosité contre les musulmans, la représentation de M. Yekatom comme un chef de guerre hiérarchique selon le plan commun et sa contribution essentielle, et le fait que M. Yekatom aurait été averti de la commission de crimes. Je vais commencer par l'animosité envers les musulmans. Je parlerai d'animosité pour ne pas perdre de temps. Cette notion revient à chaque moment de la thèse du procureur contre M. Yekatom. Et en particulier, nous voyons que pour prouver cette animosité, au-delà de tout doute raisonnable, il faudra établir plusieurs faits, la politique pénale et les différentes composantes de cette caractérisation. Mais nous affirmons que le procureur n'a pas démontré, au-delà de tout doute raisonnable, l'existence d'une animosité contre les musulmans, ce qui signifie que les exigences pour retenir cette thèse contre M. Yekatom n'ont pas été remplies. Je vais avancer une thèse simple. Selon la signification de l'animosité, selon la thèse du procureur, c'était un choix délibéré. On se serait attendu à ce que leur thèse soit formulée autour de preuves fortes, renversantes. Et nous l'avons entendu lundi sur la thèse du procureur que M. Yekatom est quelqu'un qui est motivé par la vengeance et par une animosité envers les musulmans. Sur les 16 000 éléments de preuve présentés par le procureur, des centaines d'heures de vidéos, d'audio qui vous ont été présentés, vous pouvez imaginer qu'il y a une pléthore d'éléments que le procureur aurait pu vous présenter. Et lundi, nous aurions dû entendre de nombreux éléments de preuve qu'ils auraient dû avoir sur le bout des doigts pour prouver leur thèse d'animosité. Nous nous serions entendus avoir des vidéos où M. Yekatom décrit sa haine supposée contre les musulmans, peut-être même des discours qui invitent les éléments à cibler les civils musulmans. Mais vous vous rappellerez que lundi, il nous a été dit que M. Yekatom et les RFACPP n'avaient aucune honte de répéter en public leur haine contre les musulmans et devant le monde. Quelle est donc la preuve? Quelle est la preuve imbattable que le procureur avance? C'est une question juste, sachant que nous n'avons rien entendu de la sorte pendant les propos de clôture du procureur lundi ou mardi. Et en l'absence de preuves directes qui prouvent l'animosité,
cela met un terme à la thèse du procureur. Le procureur a certainement, vous le voyez sur la capture, paragraphe 452, vous dirige que M. Yekatom aurait dit « Dans notre armée, il n'y a pas de Tchadiens, il n'y a pas un homme appelé Moussa, il n'y a pas un homme appelé Adan. » C'est tout. C'est tout ce que le procureur vous présente pour parler de preuves directes se référant à l'animosité de M. Yekatom. Il n'y a pas de thèse directe montrant le sentiment anti-musulman qu'on a entendu lundi dans les propos du procureur. Il n'y a rien qui soutienne le caractère revanchard de M. Yekatom. Aucune instance où M. Yekatom aurait dit que les musulmans seraient ses ennemis ou même un ennemi. Il devient donc évident que M. Yekatom ne parle pas de musulmans. Il parle de Séléka, même pas en termes généraux. Je vais remettre dans le contexte. Cette vidéo a été prise le 7 décembre 2013 lorsque les Séléka étaient encore au pouvoir et à la tête de l'armée centrafricaine ayant mis en déroute les FACA après leur arrivée à Bangui. L'armée auquel le procureur fait référence dans le paragraphe 452, ce sont les FACA. Les FACA qui, et du fait qu'ils n'étaient pas composés d'étrangers. Les Moussa et Adam dont il est fait référence dans l'armée centrafricaine sont des hauts gradés. Vous le voyez sur la diapositive, Moussa Assime qui a des liens avec les Janjaweed soudanais et à la droite, Noureddin Adam qui, selon le procureur, aurait eu plus de pouvoir que Jotoja et avait des connexions connues avec les Tchadiens. Et il n'y a pas de preuves selon la thèse du procureur lundi. Est-ce donc sur ces éléments que le procureur voudrait que vous reconnaissiez M. Yekatom coupable? Et c'est une situation où la crise a eu lieu. À cette époque, les médias sociaux existaient déjà. Des journalistes l'ont-ils enregistré sur caméra, énonçant sa haine contre les musulmans? Peut-être parce qu'il ne l'a jamais fait. Et le procureur, pour vous faire passer sa thèse, vous demande, plutôt que d'analyser les propos et la conduite même de M. Yekatom, lui imputer les mots d'autres personnes. Le procureur utilise les propos d'autres personnes, les mettant dans la bouche de M. Yekatom. Cela me ramène à 3 points. Le premier, il y a des exemples tirés du mémoire du procureur, paragraphe 140, 169, 174, 182. Et le procureur fait régulièrement référence à personnes inconnues pour attribuer cette animosité à M. Yekatom. Ce sont des individus, comme M. Suzuki l'a relevé, qui n'ont aucun lien avec M. Yekatom, qui soit démontrable. Et sur la diapo suivante, je voudrais mettre l'accent, ce n'est pas un exemple isolé, puisque ce n'est pas l'objectif de cette audience. Sur cette diapo, le procureur affirme que les éléments de Yekatom, je cite ici, qu'il démontrait le même sentiment anti-musulman. L'utilisation du mot « même » est déroutant, puisque le procureur veut attribuer les propos d'autres personnes à M. Yekatom.
Ça aurait été cohérent si, au premier chef, ils avaient établi que M. Yekatom lui-même avait été responsable de tels propos. Je vous renverrai au document CAR OTP 2065-0802. Cette vidéo a été jouée devant la Cour lundi. Je cite encore une fois, c'est une vidéo qui démontrait la politique supposément anti-musulman. Et M. Momokama, dans la vidéo, était décrit comme un des hommes de main de M. Yekatom. La vidéo a duré 1 minute et il n'aura pas échappé à votre attention que dans l'extrait de 45 secondes qui a été joué devant la cour, Momokama n'était pas visible. Aucune image, aucune apparition. Pourquoi? Puisque quand vous regardez la vidéo entière, les 7 premières secondes, ce que vous voyez, c'est M. Momokama qui s'éloigne du groupe, qui énonce la rhétorique anti-musulmane qui a été présentée à la Cour. Et bien sûr, cela a été accentué par le procureur pour un effet dramatique, mais ce n'est pas de cette manière qu'on peut traiter les éléments de preuve. Et apparemment, le fait que Momokama ait été présent dans le voisinage de personnes qui exprimaient de la haine contre les musulmans rend attribuable ces propos à M. Yekatom. Et ensuite, essayer d'en faire le point central d'une affaire, c'est une tentative désespérée. C'est tout ce sur quoi la thèse du procureur est fondée. C'est des moments de désespoir où ils essayent de faire ou de grossir les éléments de preuve pour présenter une thèse. Et cela n'est pas raisonnable. Deuxième point, toujours lié à l'animosité contre les musulmans, le procureur rassemble toujours des éléments vidéo et les met hors contexte. Madame Dimitri l'a relevé ce matin. La même tactique, le même mode opératoire pour représenter une animosité. Je ne vais pas remonter ces vidéos puisque vous les avez déjà vues. Vous vous rappelez de la vidéo sur le génocide Habib Beina. Ils en ont fait le point central de leur thèse. Ils ont, pour démontrer, selon eux, le caractère de M. Yekatom. Et cette vidéo seule ne peut pas indiquer l'intention de meurtre de M. Beina, et encore moins l'attribuer à M. Yekatom. M. Yekatom, selon les propos de M. Beina, il parle des Séléka, des Tchadiens, des Soudanais, des Janjaouides. Il ne parle pas de musulmans. Ce n'est pas une affaire, comme l'a relevé Mme Dimitri ce matin, où l'utilisation du terme musulman pouvait renvoyer à Séléka. C'est clairement M. Beina qui utilise le terme Séléka dans un contexte où il y a d'autres entités étrangères. Et M. Beina dit Séléka. Et quand il dit Séléka, cela veut dire Séléka. Et vous avez entendu les propos de 2 témoins internes qui ont été appelés par le procureur qui contextualisent ce discours parlant d'interférence politique en Centrafrique. Aucun témoin ne fait référence au fait que M. Beina aurait pu parler ou faire référence d'un génocide envers les musulmans. En contextualisant cette vidéo, cela dirait que l'assistance et la protection des musulmans par M. Habib Beina, je ne vais pas revenir sur les détails, mais dans les paragraphes 236, 324 et 331 de notre mémoire, vous pourrez les trouver. Tout ce que je vous demanderai et que je soulignerai maintenant, c'est que ce M. Beina qui aurait été responsable d'un génocide plus tard est celui qui les aide et on utilise ses propos pour
les attribuer à M. Yekatom. Troisième point, sur ce même aspect, c'est que le procureur n'a pas présenté de preuves qui montrent que M. Yekatom était présent physiquement dans aucune des vidéos où cette haine aurait été représentée. D'autres personnes instillent la haine contre les musulmans. Vous vous rappellerez qu'il nous a été dit que M. Yekatom faisait la promotion, encourageait cette haine. Mais où est la preuve? Où est la preuve qu'il s'est placé à côté pendant que d'autres distillaient la haine? Nulle part. On n'en voit pas, malgré le fait que cela soit le centre, le cœur de la thèse du procureur. Je vous renverrai à l'usage répété par le procureur de la vidéo de Max Meidanda, car OTP 2065 31 88. Vous vous rappellerez la tentative lundi de lier cet élément à une autre vidéo qui montre M. Yekatom qui aurait été assis à côté de Meidanda après qu'il ait été filmé ayant émis des propos haineux contre les musulmans. Et il est relevé que M. Yekatom aurait entendu M. Meidanda proférer ces propos, mais il n'y a pas de preuve. Où est-elle que M. Yekatom aurait entendu Meidanda faire ce discours? Non seulement c'est de la spéculation, mais d'autres témoins internes du procureur, y compris 1839, 1674 et P1786, chacun d'eux, devant cette vidéo, n'avaient pas connaissance que M. Meidanda avait exprimé un tel sentiment. Ils étaient même choqués. Nous avons également entendu des témoignages, y compris celui de P1839, que les RFA-CPP n'étaient pas transparents avec M. Yekatom, qu'il posait des actes dont il n'était pas au courant et dans son dos. Et dans ce contexte, le procureur présente des extraits de vidéos qui pourraient faire peser la charge sur M. Yekatom. Cela n'est pas suffisant pour attribuer un tel sentiment à M. Yekatom. Et en particulier, cela manque d'une valeur réelle et ce n'est qu'une exagération. Je voudrais vous rappeler que les termes utilisé par le procureur pour représenter M. Yekatom et décrire sa haine contre les musulmans. Esprit revanchard. Et je passe à présent au deuxième grand thème qui nous a été présenté lundi et mardi. C'est le plan commun et la contribution essentielle, c'est-à-dire présentant M. Yekatom comme un seigneur de la guerre de haut rang hiérarchique. C'est devenu rapidement un sujet courant et nous l'abordons dans nos conclusions. Dans sa thèse, l'accusation recycle sans arrêt les mêmes faits limités pour soutenir une thèse circulaire. En cette affaire, la responsabilité pénale de M. Yekatom, individuelle, l'argument circulaire est le suivant. 1. M. Yekatom avait une animosité anti-musulmane. 2. Que cette animosité est la raison qui l'a poussé à entreprendre ce plan commun. 3. Qu'il a fourni une contribution essentielle au plan commun pour renforcer cette animosité évoquée. Et que 4. Cette animosité est prouvée par l'existence même du plan commun et de sa contribution essentielle à celui-là. C'est un argument circulaire. On tourne en rond. Et nous sommes raisonnables. Nous comprenons que dans ces affaires, logiquement, il y a des liens entre les faits qui sous-tendent le plan commun et d'autres, les contributions essentielles. Bon, pourtant,
Ceci est problématique dès que les arguments circulaires sont utilisés pour se substituer aux évidences, aux preuves, aux faits concrets, comme un moyen de les éluder parfois. Non seulement c'est circulaire, mais c'est également, ça s'auto-alimente. La Chambre a eu à se poser la question. Donc c'est insuffisant. Alors je n'ai pas le temps de parcourir chacune de ces contributions. Quoi qu'il en soit, c'est dans notre mémoire de conclusion. Mais je vais me concentrer sur les erreurs clés de la conclusion du procureur à propos de la structure supposée du RFA-CCP qui démontre clairement l'éloignement cognitif intellectuel du bureau du procureur par rapport à la preuve, tel que ça a été présenté ici lundi, ces arguments circulaires. La structure, essentielle pour la thèse contre M. Yekatom. Pendant sa conclusion, l'accusation a développé ce que je ne peux décrire que comme un mantra, répétant sans arrêt en termes absolus. Il n'y a aucune qualification, c'était des termes absolus, généraux, décrivant M. Yekatom comme ayant un pouvoir indisputé, répétant sans cesse qu'il a assumé le poste autoritaire le plus important, que c'était le leader incontesté, que son autorité était sans opposition, incontestée également, que ses ordres, on obéissait à la lettre à ses ordres. Chaque phrase a été répétée plusieurs fois, et ce, en moins d'une heure, rien que lundi. Alors, je ne sais pas si le procureur essayait d'asseoir ces épreuves, ou les inventer en répétant sans arrêt les mêmes phrases, mais ce n'est pas étayé dans sa conclusion, comme ça ne l'est pas dans son mémoire final. Et nous avons des exemples de cela. Vous le voyez à l'écran actuellement, les mêmes appels exagérés que nous avons entendus ici dans la salle d'audience apparaissent dans le mémoire également. Lorsqu'il y a des citations, comme par exemple paragraphe 467 à la fin de la page, ce n'est pas corroboré. Et alors, je prends un exemple, qu'un exemple. Les allégations selon lesquelles les éléments ne faisaient rien sans l'autorisation de M. Yekatom n'est soutenu que par P2328. Et même sans tester cette preuve, c'est quand même quelque chose pour un témoin de prononcer cette affirmation sans équivoque. Mais c'est encore empiré, et vous vous en souviendrez, car le témoin 2328 est une personne qui n'a aucune compréhension des structures opérationnelles du RFA-CPP, puisqu'il n'en faisait pas partie, et il a été démontré son bien intentionnel à l'encontre de M. Yekatom. C'est le paragraphe 461 de notre mémoire. Comment un témoin qui dit sans équivoque que M. Yekatom était le commandant incontesté, dit dans la même temps que de fait, le mouvement de M. Yekatom était déstructuré, désorganisé, s'appuyait sur quelques villageois locaux. Ce n'est pas l'image que vous voulez nous faire croire, monsieur le procureur, à savoir de présenter M. Yekatom comme le commandant tout-puissant qui supervisait un mouvement structuré, comme celui qu'évoque le procureur. Et ce n'est pas un exemple isolé de l'approche du procureur. Et ce n'est pas non plus un exemple qui ne s'applique qu'à la hiérarchie supposée. Vous vous souviendrez lundi des propos selon lesquels M. Yekatom commandait par la peur. Violence, agression, meurtre étaient les marqueurs de l'autorité de M. Yekatom. C'est ce que dit M. le procureur. Alors, j'insiste, j'ai l'impression de me répéter, mais y a-t-il des preuves qui sous-tendent ces affirmations? Quelles étaient-elles? Quelles sont les preuves qui sous-tendent la volonté de l'accusation
de présenter M. Yekatom comme quelqu'un de craint. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et là encore, on n'a pas de citation lundi. Et je fais référence à présent au paragraphe 478 du mémoire du procureur. Le fait qu'il ait tiré M. Yekatom sur P1647 pour aucune raison apparente, sauf pour démontrer son autorité. Là encore, sans raison apparente, ce sont les termes choisis par le procureur. C'est un choix de termes intéressant lorsqu'on parle des événements qu'il décrit. Vous vous souvenez des faits? C'est lorsqu'un membre, un des membres en question, a tenté de tuer M. Yekatom, suite à quoi il y a eu une confrontation, et le juge président en a parlé même comme d'un duel. C'est cet incident-là, au cours duquel P1647 a été blessé et qui a eu la mort de ses deux membres, sur laquelle le bureau du procureur se fonde pour étayer sa thèse de la crainte qu'inspirait le commandant contre les membres de son groupe. Et évidemment, ils avaient peur, mais pas assez pour ne pas tirer sur M. Yekatom. Bon. Les efforts de lundi de dépeindre M. Yekatom comme un seigneur de la guerre zélé n'ont pas non plus d'écho dans la réalité. Il y a des titres qui parleraient de l'autorité de M. Yekatom, et puis ensuite une conclusion fuyante, comment cette autorité s'exerçait dans la réalité. Alors, à ce stade, deux vidéos que j'aimerais diffuser, Madame, Messieurs les juges, pour démontrer que la réalité, quelle est la réalité des interactions entre M. Yekatom et les membres du RFA CPP. Alors, on va d'abord diffuser CAR OTP 2065 45 12 des 29 secondes jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Et pour les traducteurs, la référence c'est CAR D29 0006 11 86. Jamais, ma capa. Oh. A fo ma tjela ga go sa appuyer sa la ga pika ngombe wala. A français ga luchi ngozo. Matala na device na couvrir. So leta la minute a joko yor maboko leta français tu. Ala zagi wa na ba trompette ne. O a français la ga. Alors ka ga fo ma tjela aga tena tourner toi na devant to sa ko ma tire ngombe andoti. Est-ce qu'il a bu? Oui. Ouais, si vous avez des bouteilles, il faudrait les remplir. Thank you. Merci. And then to save time, Bon, pour gagner du temps, je suggère que l'on passe la deuxième vidéo, CAR OTP 2065 48 49. C'est une vidéo un peu plus longue, donc je demande à ce qu'on la diffuse d'1 minute 30 à 2 minutes, 30 secondes donc. La traduction se trouve au CAR OTP 21 18 56 85, ligne 51 à 70. Ige ina moya chingumba
Nous n'avons pas d'armes. S'ils attaquent un secteur et que nous attaquons un autre secteur, nous n'avons pas les moyens militaires. Nous n'avons pas les moyens militaires pour attaquer. Eux, ils viennent en renfort avec nous. Comme l'a dit l'autre, s'il y a une seule base et que si 10 000, 100 000 attaquant une base, le tout pour le tout, Merci et merci beaucoup aux interprètes. Bien, alors, cette première vidéo, Madame, Messieurs de la Chambre, on voit un Wanjo animé qui crie sur les membres du RFA-CPP. Et on voit Monsieur Yekatom qui est là. On le voit silencieux. Et on le voit à la fin qu'il s'assied bizarrement et qui commence à parler avec un membre qui est à ses côtés. Et une fois que Wanjo est parti, quelque chose de futile sur les boissons. Vous vous souvenez qu'hier à peine, le procureur a argumenté que ces preuves montrent que M. Yekatom exerçait de l'autorité sur l'ensemble de ces éléments, y compris sur Wanjo que nous venons de voir. On nous a expliqué que c'était une hiérarchie du haut vers le bas avec M. Yekatom tout en haut, tout puissant, et ce sont les termes encore une fois du procureur, commandant tout-puissant et craint. L'image que le procureur souhaite que vous ayez, c'est une image où les membres appliquent et écoutent tous les mots que dit, et chacun des mots que dit M. Yekatom. On nous a dit que les mots de M. Yekatom étaient ancrés dans la mémoire de ces, dans l'esprit de ces membres, et que les gens craignaient des répercussions. Et pourtant, il n'y a pas de répercussion aucune pour ce type de comportement. Pas un mot de M. Yekatom. C'est vraiment ça, la réalité d'un seigneur de la guerre hautement de haut rang hiérarchique que veut nous faire croire le procureur. La deuxième vidéo démontre la même chose. Même si on a diffusé que 30 secondes, il s'agit d'une séquence de 5 minutes qui reprend des discussions stratégiques entre M. Yekatom et d'autres membres RFA-CPP. Cette discussion, car c'en était une, tournait autour du fait de savoir si le mouvement devrait revenir dans les bois du fait du manque de munitions. Les propositions de M. Yekatom étaient contredites de manière répétée par les membres, et il y a eu une espèce d'échange. Là encore, on nous dit, l'accusation nous dit que chaque décision, chaque directive venait d'en haut de M. Yekatom lui-même, que lui dominait la volonté des autres, que ces mots étaient acceptés et suivis, sans exception et de manière inconditionnelle. Encore une fois, ce n'est pas ce qu'on voit dans la réalité. On voit cette réalité de nos propres yeux. Oui, ces termes sont questionnés, ces mots ne sont pas nécessairement écoutés. Il ne s'agit pas juste de prendre un titre et comprendre à partir de ce titre que l'autorité doit correspondre. Et pourtant, c'est ce que fait systématiquement l'accusation ici. Et ceci m'amène à mon troisième thème général dont nous avons parlé, enfin que le procureur a mentionné lundi, le mens rea. Vous vous souviendrez que il nous a dit, et je le cite, que M. Yekatom, conscient du contexte des hostilités contre les musulmans, alors, nous, je suppose que vous parlez de la Chambre, ne pouvons arriver à la conclusion que M. Yekatom devait savoir que les actes de ces éléments allaient arriver tôt ou tard. Eh bien, nous pensons que il y a la hiérarchie telle que nous l'avons établie.
dans notre thèse, mais alors voyons, nous ne contestons pas ce sentiment anti-musulman existant en RCA parmi les ressortissants centrafricains. Nous le disons, c'est dans notre thèse et M. Suzuki l'a expliqué. Mais dans le même temps, il faut bien accepter la réalité. Les atrocités Séléka a été perpétrées contre les populations civiles, y compris contre des personnes de confession musulmane pendant la période en question. Ignorer ces crimes pour paraître neutre ou pour toute autre raison, c'est nier la réalité des conflits et les dépositions des témoins de l'accusation. Nous avons entendu des témoins de l'accusation, mais aussi des experts, des témoins de la défense, ainsi que l'ancienne présidente Samba Panza, qui a témoigné comme témoin de la Chambre. Tous ont parlé des violences perpétrées par les Séléka et le fait qu'ils ont affecté la sécurité et les infrastructures civiles également. Et il ne s'agit pas d'un référendum de qui doit être à blâmer, mais c'était bien le contexte. Donc, Madame, Messieurs les juges, si la position de l'accusation est correcte, si M. Yekatom pouvait vraiment être tenu pour responsable du fait que d'autres, pas lui, hein, d'autres avaient un sentiment anti-musulman, ça signifierait qu'aucune entité, qu'aucune autorité ne pouvait prendre des mesures, des opérations pour contrer les atrocités nombreuses et multiples commises par les Séléka. Tout ceci parce que entreprendre des opérations de ce type par d'autres qui étaient animés d'un sentiment anti-musulman vous rendrait responsable pénalement selon la thèse de l'accusation? Est-ce que c'est ça? La communauté internationale était paralysée, elle ne pouvait pas protéger les civils, il n'y avait pas non plus d'assistance à venir. La Cour ne souscrit pas à la notion de culpabilité par procuration. C'est pas ça, et c'est ce que essaye de nous faire croire l'accusation. Ça signifie concrètement que M. Yekatom ne peut pas être déclaré coupable d'actes répréhensibles perpétrés par des gens sous son contrôle à ce moment-là, parce qu'il a pris tous les efforts, et ça a été prouvé, pour s'assurer des directives, pour cibler les forces Séléka, pour protéger dans le même temps les populations civiles. C'est très clair. Il a dit clairement à tous ses membres, et il a fait la distinction très clairement à tous les égards, dans les opérations, dans la formation, dans l'entraînement et dans les structures disciplinaires également. Il connaissait, Maître Suzuki l'a dit, et nous voyons des éléments preuves, des dépositions de CAR-OTP 2065-32-20 que M. Yekatom a déployé des efforts pour protéger de fait les populations civiles contre les exactions Séléka. Il s'est assuré de cela en se présentant comme membre des FACA à chaque instant vis-à-vis des membres du RFCCP et aussi à l'extérieur. Et plus important, il a répété aux musulmans et aux non-musulmans qu'il ne considérait pas les populations musulmanes comme l'ennemi ou son ennemi. On le voit dans un film dire que les musulmans sont ses frères. C'est ces termes. Ça a été des témoignages directs, répétés, qui proviennent de ces séquences nombreuses et confirmées par des témoins. Il a travaillé librement avec les leaders nationaux, internationaux, du droit et religieux pour protéger les gens de RCA.
Ils ont continué de travailler bien après la période qui nous occupe. Et donc, parmi tout cela, nous soutenons que les crimes de guerre et crimes contre l'humanité ne répondent pas avec une certitude virtuelle de ces actions. Monsieur Yekatom ne pouvait pas les arrêter. Si des crimes comme ceux dont est accusé Monsieur Yekatom peuvent découler d'une certaine réalité virtuelle, eh bien tout peut être découlé en réalité virtuelle. Et la thèse de l'accusation vise à cela. Et ils le font parce que c'est le seul moyen pour eux de faire fonctionner leur thèse. Et ça se voit dans chacune des présentations qu'on a entendues aujourd'hui. On a entendu Maître Dimitri nous expliquer comment l'accusation a ignoré ou tenté d'ignorer la réalité de la coordination anti-Balaka. Pourquoi le procureur a-t-il besoin de le faire? Eh bien, parce qu'il faut que ceci corresponde à ce qu'on attend de M. Yekatom. Vous avez entendu à l'instant Maître Suzuki nous expliquer comment le rôle des civils était distorsionné. Pourquoi? Parce que là encore, ça permettait d'étayer la thèse de l'accusation et la responsabilité de M. Yekatom. Et vous avez entendu comment l'accusation a présenté M. Yekatom comme un leader violent, tout-puissant, en l'absence de toute réalité, de toute preuve de cette réalité. Pareil pour le mens rea. Il souhaite que vous revoyiez à la baisse le seuil de l'article 30, parce que si vous deviez appliquer les standards raisonnables, alors il existe un doute raisonnable. Et je conclus ainsi mon intervention sur le mens rea, Madame, Messieurs de la Chambre. Président, merci, Maître. Good afternoon, Your... Rebonjour, Madame, Messieurs les juges. Je ne m'entends pas. Pourquoi? I'm just gonna ignore the tech. Bon, je vais juste faire fi des questions techniques et conclure, Madame, Messieurs les juges, en quelques minutes, moins de 10 sur le chef 29, puis mes conclusions. Et je souhaite évoquer brièvement ce que je considère comme étant l'éléphant dans la salle, P2475. Ce témoin est absent, c'est notable, de la thèse de l'accusation. L'accusation n'a pas démontré la transparence nécessaire pour informer la Chambre et les parties, et nous en particulier, en temps utile, qu'ils allaient retirer la confiance qu'ils avaient en ce témoin, même si cette omission est notable vu de l'absence de ce témoin dans leur mémoire, sauf pour le paragraphe 808, où il dit simplement qu'ils n'ont pas confiance en lui à propos de son âge. Alors hier, ils sont allés un pas plus loin dans leur conclusion en disant qu'ils n'allaient pas se fier à lui du tout.
Et par opposition, et c'est frappant, le représentant légal des supposés anciens soldats, dans sa présentation, a insisté particulièrement sur la déposition de 2475. Et il va tellement loin qu'il sous-entend au paragraphe 64 et 71 de son mémoire que si quelqu'un vient et témoigne, dit avoir un certain âge et propose un faux document que l'accusation reconnaît comme étant un faux et que la défense retrouve le vrai document montrant son véritable âge, eh bien, c'est pas grave. Nous devons juste ignorer le document original et nous fier à la déposition orale, indépendamment du fait que même l'accusation a reconnu le faux. Donc, en d'autres termes, peu importe si un témoin vient, témoigne, ment, on va couvrir. On dévoile ce mensonge, il témoigne sous serment et ça devrait suffire. Imaginez le message qu'un représentant de cette cour est en train de lancer lorsqu'il présente un argument de ce type et le poids que cela a pour l'accusé qui doit faire face à deux accusations, à deux procureurs, parce que c'est ça lorsqu'on lit ces paragraphes. Et si cette approche est assumée par le représentant légal, eh bien, ça soulève des doutes significatifs quant à la gestion de leur équipe de terrain et la prévalence potentielle de fausses identités parmi les 192 victimes qu'ils représentent. Et ils vous demandent d'ignorer les formulaires des victimes, prétendant qu'il y a là des erreurs parce qu'il n'y avait pas de temps. Et indépendamment du débat qui entoure ces formulaires de victimes, il est encore plus préoccupant. Et c'est le fait que, selon la dernière écriture du greffe, et vous le voyez sur cette diapositive numéro 74, le représentant légal des supposés anciens enfants soldats représentait 292 victimes participantes. Et du fait de la procédure ABC, nous n'avons reçu que 7 formulaires de victimes participantes. Et les éléments de preuve soumis à la Chambre démontrent que chacun de ces 7 formulaires sont faux ou contiennent de fausses informations. Et vous avez les formulaires sous les yeux, Madame, Messieurs les juges. 7 sur 7. C'est quand même un bon résultat. Et c'est surtout une indication perturbante pour ce qui concerne les autres clients pour lesquels nous n'avons pas accès à leur formulaire de victime. Encore plus perturbant, ces conclusions d'hier. Le Conseil indiquait alors qu'il était fier d'avoir fait partie de l'affaire Lubanga. Et c'est l'affaire où jusqu'au bout, jusqu'à la toute fin, les représentants des victimes ont continué de s'appuyer sur les témoignages de témoins qui avaient fabriqué leur déposition, leur témoignage dans cette affaire. On continuait de s'appuyer sur des dépositions que la Chambre elle-même avait refusé d'écouter. Voilà le standard qu'il vous demande d'appliquer contre M. Yekatom à propos du chef numéro 29. Et je souhaite à présent revenir très brièvement sur la façon dont l'accusation capitalise sur les ambiguïtés, y compris pour le chef 29. Un exemple très clair de cela, une nouvelle fois, c'est la façon dont ils ont utilisé dans leur mémoire sous le chef 29 la déposition de P1339. Et vous voyez sur cette diapositive 75 que sous le chapitre de la charge numéro 29 dans le mémoire de l'accusation, ils utilisent la déposition de 1339 pour dire qu'il y avait un enfant appelé Bougie Noire à l'école de Yanmar. Et ils citent
un extrait de sa déposition où il aurait dit que cette personne, Bougie Noire, avait 14 ou 15 ans. Et ils utilisent encore une fois cette preuve hier dans leur conclusion. Et ils ignorent complètement les précisions que vous, Monsieur le Président, avez obtenues lorsque vous l'avez confronté avec sa déposition antérieure où il a dit que cette personne aurait eu 18 ou 19 ans. Et ils ont également complètement ignoré, vous l'avez aussi sur l'écran, lorsque vous avez dit précisément qu'il y a de toute évidence une incertitude en ce qui concerne l'âge. Et malgré vos propos, Monsieur le Président, ils s'appuient sur 1339 pour étayer leur thèse du chef 29. Et hier, ils sont même allés jusqu'à prétendre que le document que nous avons proposé à propos de Bougie Noire, déclarant qu'il avait 17 ans, devait être rejeté par la Chambre parce que d'après eux, il n'est pas fiable. Ils vous demandent, ils disent précisément qu'il n'est pas fiable et que nous demandons à la Chambre de se souvenir des preuves démontrant que les ordres officiels, y compris les certificats de naissance, sont de manière routinière et très facilement falsifiables en RCA. Eh bien, j'aurais espéré qu'ils s'en souviennent eux-mêmes lorsqu'ils ont proposé les faux certificats de naissance de 2475 dans cette affaire. Et comme vous le savez, Madame, Messieurs de la Chambre, il ne fait aucun secret que nous blâmons encore l'accusation pour leur manque de diligence dans le chef concernant les enfants soldats dans cette affaire. Et leur explication de l'inaction et du silence de l'accusation, c'est qu'eux aussi souhaitaient une déclaration de culpabilité à tout prix sur le chef 29. Et nous pensons que ça découle de la disparité dans leur volonté, dans les ressources mises à disposition dans leur enquête à propos des interférences supposées après la déposition de P1847, comparée à l'absence de ressources et d'efforts déployés pour les crimes de l'article 70 à propos du chef 29. Lorsque ça va dans leur sens, alors oui, ils y mettent du temps et des ressources. Et après la déposition de 1847, ils y sont allés en secret l'enregistrer. Ils ont obtenu des messages Facebook privés. Ils ont repris des registres d'appels contre certains des membres de l'équipe de M. Nguessona. Lorsque nous souhaitions des messages privés Facebook, ils s'y sont opposés. Lorsque nous souhaitions que l'unité des victimes et des témoins mène simplement une recherche par mots-clés sur les individus impliqués dans ces falsifications, ils s'y sont opposés. Mais ils souhaitaient alors quelque chose de l'unité des victimes et des témoins, comme par exemple, je sais pas, un article de journal à propos d'un témoin pour M. Nguessona. Et là, oui, ils ont proposé une demande. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils voulaient être en mesure de vous dire hier que vous pouvez le déclarer coupable sur le chef 29 parce qu'aucun des témoins restants n'est impliqué dans la falsification de preuves. Ils oublient complètement que 1974 et 2018 sont entourés de preuves falsifiées. Il y a des preuves, messages audio de Facebook où ils semblent demander de l'argent pour être des bénéficiaires. Ils oublient également que ces témoins sont proches et ont collaboré avec 2580 et 2638. Ils se basent également sur 2475 qui est un membre de famille de 1974.
et 1974 vous a dit qu'il avait été recruté à Pisa, ce qui n'est pas le témoignage de 2475. Ils vous ont demandé d'imposer la condamnation sur le chef 29, vous disant que les autres témoins n'étaient pas impliqués. Ils ont l'audace de déployer du temps, des ressources pour mener des enquêtes sur les charges relevant de l'article 70 pour le chef 29 et y dédier un chapitre entier de leur mémoire. Je vous invite, Mesdames et Messieurs de la Chambre, de ne pas être influencés et d'examiner avec attention les éléments de preuve qu'ils ont présentés pour cette affaire, ainsi que l'approche qu'ils ont adoptée. Monsieur Van der Puy, hier, a conclu son propos en relevant la souffrance profonde éprouvée par les victimes en République centrafricaine en 2013-2014. Nous sommes totalement d'accord avec lui. Il vous a empressé de rendre justice. Et nous faisons écho de cet appel. Mais la justice demande un examen méticuleux et un relevé clair des éléments de preuve. La justice nécessite de reconnaître lorsque un chef d'accusation n'est pas sous-tendu par des preuves solides. La justice requiert ne pas attendre la dernière heure pour retirer la confiance accordée à un témoin clé sur fait de preuves falsifiées. La justice implique également de résister à la tentation de blâmer M. Yekatom pour la commission de crimes dont il n'est pas capable uniquement pour répondre aux appels pressants des victimes. Rendez justice. La justice, elle est impartiale, elle se fonde sur les faits. Des faits indémontables et elle est résolument engagée à l'équité. C'est pourquoi, du fait du mémoire que nous avons présenté, des éléments de preuve que vous avez entendus, nous vous demandons d'acquitter M. Yekatom sur tous les chefs d'accusation. C'est ainsi que nous mettons terme à notre présentation. Le juge président, merci Maître Dimitri. Cela conclut également l'audience de ce jour. Nous allons reprendre demain avec la défense de M. Ngaïsona.